je suis tout à fait flatté de ta présence et si je te laisse donc la parole pour démarrer sur ce sujet fort passionnant. Très bien. Bon, merci et bonsoir à tous. Alors je vais essayer en quelques minutes d'expliquer ma vie et puis à travers mon parcours peut-être faire part d'un certain nombre d'expériences. Alors j'ai commencé ma vie dans l'audit et dans la banque. Je ne suis pas resté très longtemps dans ces deux environnements parce que je trouvais que c'était des environnements très lents. Après donc vraiment une période très courte, j'ai été attiré par un très grand groupe américain qui s'appelle Continental Grain Company, un groupe d'agroalimentaire. Et pendant 3 ans, ils m'ont envoyé travailler dans d'autres pays. Donc j'ai travaillé 1 an en Espagne, j'ai travaillé 1 an en Italie, j'ai travaillé un peu aux États-Unis, j'ai beaucoup voyagé avec eux et ils ont commencé à me faire travailler sur des acquisitions. Donc peut-être, dès mon plus jeune âge, les acquisitions, ça faisait partie de mon ADN. Et puis dans ce groupe américain, au bout de 3 ans, on m'a demandé de prendre la direction générale de l'Angleterre. Alors ça n'arrive que dans les groupes américains, parce que dans les groupes européens, quand vous êtes jeune, on ne vous donne jamais de responsabilité, ou c'est très rare. Et donc j'avais à peine 30 ans, et on m'a donné la responsabilité en Angleterre de piloter des opérations significatives. Ça faisait à peu près 500 millions de dollars à l'époque. Et donc j'ai vécu au Royaume-Uni de 1975 à 1980. Et donc, c'est une période très difficile. Le Royaume-Uni était un pays quasiment sous-développé à l'époque, jusqu'à l'arrivée de Margaret Thatcher en 1979. Je rappelle, à l'époque, il y avait un taux marginal d'impôt à 85%. Donc, c'est très difficile de motiver des salariés quand le taux est aussi élevé. On n'est pas là. Alors, donc je me suis retrouvé à piloter une opération au Royaume-Uni. Et j'en ai tiré une première leçon. Peut-être c'est intéressant quand on a son premier poste de management de l'avoir dans un pays qui n'est pas le sien. Parce que très probablement, on a plus d'écoute dans un pays étranger, par nécessité d'ailleurs, qu'on en aurait dans son propre pays. Donc peut-être quand on donne des responsabilités managériales à quelqu'un, il faut d'abord l'envoyer dans un pays étranger. Alors au bout de 5 ans, je me suis dit, bah tiens, j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire. Et donc ce que j'avais envie de faire, c'était de diriger des organisations, mais surtout de diriger des gens. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai plus envie d'avoir un patron. Et puis, l'autre conclusion, c'était de dire, il faut que je bâtisse mon indépendance financière. Donc, au lieu d'aller aux États-Unis, qui était le parcours normal quand on travaillait dans ce groupe, pour aller travailler dans des fonctions corporate, et je me suis toujours méfié des fonctions corporate. Peut-être un certain nombre d'entre vous savent exactement de quoi je parle. Et donc, je suis rentré en France et je suis rentré dans des activités de conseil. Parce que je pense que dans une vie professionnelle, le conseil est souvent une très bonne plateforme de transition. Et donc, je suis rentré chez Deloitte, Haskins & Sells, à l'époque, comme patron du conseil en management. Et ce qui devait être une transition a duré 10 ans. Alors, donc, je suis rentré comme patron, donc comme associé, donc copropriétaire des opérations de Deloitte en France. Et 3 ans après mon arrivée, j'ai été élu patron de toutes les activités françaises par les autres associés. Peut-être parce que j'étais quelqu'un qui venait du business et que dans les cabinets d'audit et de conseil, il y a des gens très compétents, mais pas forcément qui ont un grand sens du business. Et donc je suis resté chez Deloitte pendant une dizaine d'années, jusqu'à fin 90, et à fin 90, il y a eu une grande fusion entre Deloitte et Touche-Ross, et Deloitte en France était plus petit que Touche-Ross, mais beaucoup plus rentable, et donc la solution, ça a été de vendre les activités de Deloitte. Et donc ça a été intéressant parce que jusqu'à fin 90,
il y avait une loi, pour ceux qui s'en souviennent, qui était remarquable, qui disait que quand vous aviez moins de 15% d'une société privée en France, il n'y avait pas de plus-value imposable. C'était une loi remarquable pour les transmissions d'entreprises, qui bien sûr a été supprimée par nos politiques par la suite. Mais jusqu'à fin 90, pas de plus-value imposable. Donc j'avais réalisé un de mes objectifs, qui était d'avoir de l'argent. Et donc à ce moment-là, j'ai quitté Deloitte et pour aller dans une petite société d'informatique qui s'appelait Axim. Je ne suis pas sûr que le nom vous dise quelque chose. Axim était le résultat de la fusion entre 3 sociétés qui s'appelaient SITB, Sodinforg et Cegin. Et ces 3 sociétés, qu'on avait très très mal combinées dans Axim, ça arrive assez souvent quand c'est les financiers qui s'occupent de réaliser ces opérations. À l'époque, Axim avait 2 grands actionnaires qui étaient Paribas et la Compagnie Générale des Eaux. Et cette société, quand j'y suis rentré, était quasiment au bord du dépôt de bilan. Et donc ça, c'est intéressant parce que, comme vous le savez, les opportunités dans la vie, elles existent beaucoup plus dans les entreprises en difficulté que dans les entreprises qui marchent bien. Quand une entreprise est en croissance, très profitable, le poste de PDG n'est jamais disponible. Et donc, je suis rentré dans cette société et la première année, elle était très très difficile parce que la société perdait de l'argent. Elle avait une dette qui était à peu près 50% du chiffre d'affaires. Et la première année, on a dû baisser les effectifs de 3000 à 2000. Donc on s'est séparé d'un tiers des effectifs, sinon la société serait morte. Et on a entamé un process pour vendre des activités qui n'étaient pas très rentables. Dans la technologie, dans les sociétés de services en général, toutes les sociétés ont trop d'activités. On a tendance à en développer sans arrêt et on n'en supprime jamais. Donc Axim, on peut dire à peu près en 5 ans, était redevenue une société rentable. Elle avait maigri beaucoup parce qu'on avait vendu des activités. Et 5 ans plus tard, j'ai pu acheter la filiale du Crédit Lyonnais qui s'appelait Sligos et qui avait une taille très supérieure à Axim. Elle était 2,5 fois plus grosse qu'Axim. Là encore, autre leçon, hein, il ne faut jamais avoir peur de la taille. Moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, et notamment d'entrepreneurs dans des sociétés moyennes ou petites, et ils ont tous peur de la taille. Et en fait, j'ai observé qu'il est toujours beaucoup plus facile d'acheter des sociétés, des grandes sociétés que des petites ou des moyennes. Pourquoi? Parce que dans les grandes, les gens sont plus faciles à intégrer, les bases clients en général collent beaucoup mieux, et les synergies sont plus importantes parce que les sociétés sont plus grandes. Donc, on a réalisé en 1996 la fusion d'Axim et de Sligos. J'ai en même temps acheté les activités d'infogérance d'une société française qui s'appelait GSI, et on a créé Atos. Pourquoi? Parce que les 2 marques Axim et Sligos étaient des marques plutôt faibles, plutôt endormies, et donc il fallait créer un nouveau mouvement. Et donc Atos, on a voulu une société dont le nom commence par A, parce que vous êtes mieux positionné sur le listing des valeurs, et puis avec un nom court qu'on puisse prononcer dans toutes les langues. C'est comme ça qu'on a choisi Atos. Et donc après 5 ans, on était devenu un des 3 premiers du service informatique en France. Donc après, restait à internationaliser les opérations. Et là, je dirais qu'il y a 2 grandes méthodes pour internationaliser. Soit on procède pas à pas et de manière très progressive, comme le font d'ailleurs beaucoup de sociétés, c'est-à-dire ils achètent une petite société dans un pays, ils la développent et une autre. En général, ceux qui font ça ne réussissent pas bien. Et acheter des petites sociétés, souvent, vous cumulez les handicaps. Vous cumulez les handicaps parce que si la société est petite, même si elle est profitable, ça n'a pas d'impact sur votre résultat global. Il est toujours difficile d'attirer des dirigeants de bon niveau dans des petites affaires. Et en plus, vous consommez du temps de management parce que ça n'est pas dans le pays où vous habitez. Et donc, je trouve que ce n'est pas une bonne méthode. Et puis, il y a une autre méthode qui consiste à faire un Big Bang.
Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Et en 2000, et je vais très vite dans la progression, on a pu acheter les activités informatiques de Philips. Donc, société Origine, qui faisait 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires, Atos faisait 1 milliard, et qui employait 20 000 personnes dans une centaine de pays. Et donc, à l'époque, pareil, société un peu endormie, parce qu'elle appartenait à un grand groupe. Au passage, d'ailleurs, mais vous ne le répéterez pas, j'adore acheter des sociétés à des très grands groupes. Ce sont les meilleurs vendeurs, ce sont des vendeurs un peu naïfs. Et ça, c'est très intéressant. Et en général, ils gèrent très mal les activités qui ne sont pas stratégiques pour eux. Donc, j'ai pu acheter Origine en 2000, ce qui fait qu'à ce moment-là, on est devenu un groupe de 3 milliards. J'ai déplacé immédiatement le siège opérationnel du groupe à Amsterdam, parce que quand on achète une société de taille significative, il faut marquer son territoire quelque part. Et cette société Origine, elle avait été extrêmement secouée. Dans les 5 années avant l'acquisition, Philips avait changé 5 fois le président. Et donc, il fallait donner à cette société un peu de stabilité et de considération. Donc, il y avait une grande symbolique dans le fait d'amener le siège à Amsterdam. Et on ne l'a pas fait du tout pour des raisons fiscales. On l'a fait vraiment pour des raisons opérationnelles. D'abord, Philips devenait le premier client du groupe Atos Origine. Et ensuite, ça montrait aux gens d'Origine toute la considération qu'on avait pour eux. Et ça donnait aux Français un signal très fort du fait que la société devenait une véritable société internationale. Donc j'ai moi-même déménagé à Amsterdam avec ma famille. Et à partir de ce moment-là, l'anglais est devenu la langue véhicule du groupe. Et ça, c'est intéressant parce que je vous assure que si vous voulez faire des progrès à vos salariés en France, acheter une société hollandaise, c'est radical. Et effectivement, peu de temps après, les Français ont fait des efforts en anglais importants parce qu'ils sentaient qu'ils avaient un désavantage dans les réunions auxquelles ils participaient. Donc, après Origine, on a gagné un très très grand contrat avec KPN, où on a intégré 3000 personnes de KPN aux Pays-Bas. KPN, c'est l'opérateur néerlandais. On a ensuite acheté les activités de conseil de KPMG aux Pays-Bas, en Angleterre. Et puis j'ai fait une autre grosse acquisition en 2003 qui était CEMA. Donc ça, c'était un peu plus de 2 milliards d'euros. Et puis encore d'autres acquisitions. Je ne parle que des acquisitions significatives. Il y a eu aussi des acquisitions plus petites, de technologie notamment. Donc en gros, en 18 ans, on a fait passer le groupe de 250 millions à près de 6 milliards, d'un groupe français à un groupe totalement international. Et puis, en 2007, quand j'ai quitté, le groupe a employé à peu près 55 000 personnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est peut-être de vous dire, de partager avec vous les leçons qu'on a tirées de toutes ces opérations. Alors, la première de ces leçons, c'est que c'est absolument essentiel d'avoir une stratégie. Tout ce que je vais dire va vous paraître tellement évident qu'on se demande pourquoi les sociétés qui fusionnent ne le font pas. Bon, d'abord, il faut avoir une stratégie. Donc la stratégie d'Atos, c'était de construire un groupe européen de services informatiques qui puisse rivaliser avec les grands Américains et donc qui soit très significatif dans la plupart des pays européens et qui soit présent dans les grands métiers de l'informatique, le conseil, l'intégration de systèmes, l'outsourcing. Et donc à partir du moment où vous avez une stratégie, les acquisitions que vous faites, c'est un moyen seulement d'accélérer l'exécution de votre stratégie. On ne fait pas des acquisitions pour faire des acquisitions, on le fait parce que ça accélère la stratégie, l'exécution de la stratégie. Et comme on a une stratégie, il y a un corollaire, c'est qu'il faut systématiquement revoir son portefeuille d'activités et se séparer systématiquement de toutes les activités qui ne sont pas stratégiques, et il y en a toujours.
Alors, la plupart, beaucoup de CEO que je connais, ils aiment acheter des sociétés, mais ils aiment beaucoup moins en vendre. Durant les 18 ans où j'ai dirigé Atos, j'ai vendu à peu près pour 1,5 milliard de business, qui n'était pas stratégique. J'avais une société de cartes à puce que j'ai vendue à Schlumberger. J'avais du marketing direct, j'avais de l'imprimerie, j'avais du marquage de chèques, du marquage de cartes, ou des activités qui n'étaient pas, qui étaient à faible valeur ajoutée. Donc il ne faut pas hésiter à revoir en permanence. D'ailleurs, chaque groupe devrait revoir avec une grande attention son portefeuille d'activité chaque année. Donc c'est la première chose. Deuxièmement, quand on fait des opérations de ce type, il est clair que la complémentarité aide à l'intégration rapide. Quand j'ai acheté Origine, Origine était très petit en France, Atos inexistant aux Pays-Bas. Donc les fusions ne posent pas de problème. Les fusions posent des problèmes quand vous avez des recoupements et des décisions difficiles à prendre. L'autre point qui est très important, la troisième leçon, c'est le management au sommet. Donc chaque fois que j'ai fait une opération, j'ai été capable, au jour de l'opération, d'annoncer l'équipe de tête. Et il faut, évidemment, 1 mois ou 2 mois après, et là il y a des autorisations réglementaires dont on a besoin parfois, mais le plus vite possible, annoncer le reste de l'organigramme. C'est absolument essentiel. D'ailleurs, vous observerez que toutes les fusions où on n'a pas été capable d'annoncer l'équipe de tête ne marchent pas. Il y a un exemple récent, c'est Publicis Omnicom, où quand on m'explique que la présidence va se faire par rotation, vous pouvez être sûr, et qu'on n'annonce pas le reste de l'équipe, il est sûr que ça ne se fera pas. Et il y a d'autres exemples. Et ce qui est très important aussi, c'est que il ne faut jamais, vous avez entendu l'expression fusion d'ego. Bon, c'est un terme de journaliste, ça n'existe pas dans la vie réelle, les fusions d'ego. Donc, en réalité, il faut toujours privilégier la compétence. Parce que si vous ne privilégiez pas la compétence, quelques mois après, les gens qui ne sont pas compétents, ils devront partir. Il faut choisir les dirigeants. Alors ça, c'est une des tâches les plus difficiles quand vous faites une opération de rapprochement, en particulier quand vous achetez des très grandes sociétés. Et ça, c'est quelque chose, en tout cas dans Atos, que je faisais moi-même. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je ne déléguais jamais, ni à un cabinet de conseil, ni à personne d'autre. Donc, dans le cas d'Origine, par exemple, et dans le cas de SEMA, j'ai passé pratiquement 3 jours de séminaire avec les 20 ou 25 dirigeants de chacun de ces groupes. D'abord pour qu'ils me présentent ce qu'ils faisaient et que je leur présente quelle était la perspective d'évolution du groupe. Et ensuite, je les ai interviewés un par un. Alors vous allez dire c'est très court pour prendre des décisions, mais on n'a pas le choix, de toute façon. Et on peut se tromper. Et d'ailleurs, vous le savez probablement, les décisions les plus difficiles à prendre dans une société et les plus stratégiques, ce n'est pas la stratégie de business, c'est les décisions qui concernent les gens. Et ça, je crois qu'il faut vraiment l'avoir en tête. Le business, on a suffisamment de gens intelligents dans toutes les organisations pour avoir une stratégie de business cohérente. Mais choisir les gens, ça, il y a très peu de dirigeants qui sont capables de le faire très bien. Donc c'est fondamental. L'autre leçon, c'est la communication. Alors il y a une communication qui est facile dans des fusions, c'est la communication au marché, la communication aux journalistes. Et puis il y a 2 communications qui sont absolument essentielles. Il y a les clients et il y a le personnel. Alors les clients, chaque fois que vous faites une opération de fusion, il faut aller expliquer aux clients et aux clients des 2 sociétés pourquoi vous avez fait l'opération. Donc, exemple, quand j'ai fusionné avec SEMA, SEMA avait un magnifique contrat, il gérait l'informatique des Jeux Olympiques. Donc, le lendemain de l'annonce de l'opération, je suis allé rencontrer le président du Comité olympique international pour lui dire
que nous étions très heureux d'avoir le comité olympique comme client et que son équipe ne changerait pas, donc il pouvait être totalement rassuré. Donc, et je suis allé voir un deuxième client, et ça c'était intéressant, c'était une banque qui s'appelle Standard Chartered Bank, très grande banque qui opère essentiellement en Asie, et son informatique était gérée par SEMA. Et SEMA allait perdre le client. Eh bien, l'opération de fusion a permis de rattraper l'opération. Donc ça, c'est formidable parce que pour la société combinée, ça donne les gens ont réalisé qu'avec une opération de fusion, on était très puissant et on pouvait récupérer un contrat qui allait être perdu autrement. Mais le plus important, c'est de parler aux gens. Et parce que la première réaction des gens, elle est positive. Parce que les gens disent on est plus puissant, on est plus internationaux, c'est formidable. Les gens d'Atos, évidemment, étaient fiers qu'une opération comme ça soit réalisée. Mais la deuxième réaction des gens, et à la fois dans Atos et dans SEMA, c'est de dire mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? La réaction individuelle. Est-ce que mon patron va changer? Est-ce que mes conditions de travail vont changer? Donc ça crée une incertitude et une inquiétude. Et la seule manière d'y répondre, c'est par une implication très très forte de la direction générale. Alors il y a des outils évidemment technologiques, on peut envoyer des messages, mettre des centres d'appel en place, mais systématiquement, très systématiquement, moi j'ai fait le tour des opérations et j'ai parlé aux gens. Et d'ailleurs je n'aime pas les sociétés où, parce qu'on pense que c'est des très grandes sociétés, les gens ne connaissent pas le président. Donc moi j'aime les présidents qui se baladent dans les opérations. Et je pense que c'est absolument indispensable de se mettre en face des gens, de leur expliquer la stratégie, de leur expliquer l'organisation et de répondre aux questions. Ce n'est pas suffisant, bien entendu, hein. Il faut que ça soit relayé. Mais c'est un passage très très important. Toute l'équipe de direction générale doit consacrer énormément de temps dans une opération de rapprochement. Et vous devez le faire parce que sinon, vous avez un impact considérable sur vos clients et les gens en interne se préoccupent plus de ce qui va leur arriver que de leurs clients. Donc c'est quelque chose à gérer avec une grande attention et une grande intensité. Alors l'autre leçon, c'est qu'il faut prendre des décisions très vite. Alors, j'expliquais ça l'autre jour dans un environnement public que je ne vais pas citer, et je disais aux gens, ne créez pas des groupes de travail pour prendre des décisions. Et je considère qu'il y a deux types de groupes de travail. Il y a les groupes positifs et les groupes négatifs. Je vous donne des exemples. Un groupe négatif, si vous voulez décider quel est le système d'information que vous allez adopter, décidez-le, et puis après, mettez en place un groupe de travail pour exécuter. Donc les gens ne se posent plus de questions. Groupe de travail positif, on va aller chercher ensemble un contrat auprès de clients. Donc on est plus puissant, on est plus fort. Donc ça, c'est positif. Donc prendre des décisions très très vite. L'autre leçon, c'est, et alors ça c'est intéressant, c'est que j'ai observé que dans la vie, en fait, bon d'abord c'est très difficile de faire changer les organisations et de faire changer les gens. Les gens n'aiment pas changer, on n'aime pas changer naturellement. Et en fait, les changements, ils viennent en général des événements. Contrairement à ce qu'on croit, ils ne viennent jamais d'une stratégie bien pensée. Alors vous allez dire que j'aime pas la stratégie, c'est pas vrai du tout, mais dans la réalité, si vous y pensez, c'est les événements qui amènent les changements. Et donc, il faut toujours tirer parti des événements. Alors un grand événement, ça peut être une fusion de transformation, ça peut être un changement de PDG, ça peut être une grave crise, et donc toujours tirer parti des événements. Et chaque fois donc, que nous avons fait une fusion, j'en ai profité pour introduire dans le groupe
des procédures ou des changements qui autrement auraient été difficiles. Donc ça veut dire que quand vous appuyez sur le bouton d'une opération, il faut avoir travaillé en amont, il faut avoir votre plan d'exécution et ne pas laisser les gens réfléchir. Parce que dès qu'ils commencent à réfléchir, vous êtes perdu. L'autre leçon, c'est que toutes ces acquisitions que nous avons réalisées, elles nous ont servi aussi à développer notre métier. Et un des métiers d'Atos, c'est l'outsourcing. Et donc, c'est quelque part la reprise d'actifs, d'opérations. Et en fait, la problématique est exactement la même que la problématique d'acquisition. Voilà. Alors, c'est les quelques leçons qu'on a. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais peut-être les leçons les plus importantes. Alors aujourd'hui, moi je suis, comme l'a dit Olivier, je suis investisseur, donc je dirige plus rien, mais je suis un investisseur actif, très actif même dans les sociétés où j'interviens, et j'ai encore conservé une grande activité internationale. Et je voudrais terminer en parlant du leadership. Alors, le leadership, c'est très compliqué d'en parler, et moi je n'aime pas les livres sur le leadership, hein. Et je n'aime pas les livres où vous avez les 10 commandements du leader ou les 10 qualités principales du leader. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu quelle est ma conception. Alors d'abord, pour moi, un leader, d'abord il doit aimer les gens. Aimer les gens, ça ne veut pas dire être faible, ça veut dire s'intéresser aux gens, avoir de l'intérêt pour eux. Et pour moi, toute personne qui n'aime pas les autres est inapte à diriger quoi que ce soit. Deuxièmement, je trouve qu'un leader, c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'énergie, parce que quelque part, c'est un dispensateur d'énergie. Donc, il faut avoir beaucoup d'énergie physique et mentale, et les deux vont ensemble. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie, parce que le sport m'a donné de la résistance mentale en même temps. Donc, je pense qu'il faut les deux, parce que dans une société, vous devez être capable, par exemple, vous vous baladez dans les couloirs, si vous n'êtes pas capable, quand vous rencontrez quelqu'un, de voir qu'il n'est pas bien, peut-être vous devriez faire autre chose. Le leader, c'est aussi quelqu'un, et ça c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, c'est quelqu'un qui doit être capable de travailler dans l'incertitude. C'est-à-dire que le dirigeant de la société, il est le seul à avoir en tête les menaces, les opportunités, les scénarios qui se présentent. La plupart des gens qui travaillent avec vous, eux, ils veulent avoir une direction. Même les gens à très haut niveau, ils ont besoin d'une direction. Mais vous qui êtes... c'est pour ça qu'on dit que le dirigeant est seul. Et donc il faut être à l'aise dans le fait d'avoir de l'incertitude. Donc ça, c'est aussi une caractéristique un peu plus difficile à trouver. Je pense que pour être un leader, il faut aussi être capable de communiquer directement et simplement. Ça aussi, les anglo-saxons, dans beaucoup de cas, ont dans leur éducation, ils sont mieux éduqués que nous à communiquer. D'ailleurs, ils sont souvent meilleurs. Il faut parfois s'en méfier, d'ailleurs, parce qu'ils communiquent tellement bien que ce qu'ils disent n'est pas forcément vrai. Mais un leader doit communiquer directement et vrai. Un leader, il doit être capable de se remettre en cause. Et là, je voudrais vous faire part d'une expérience. C'est compliqué de se remettre en cause pour tout le monde. Et plus on est dans une société qui grandit, et plus on est entouré de gens qui ne vous disent pas la vérité. Et donc, il faut trouver des moyens pour faire en sorte qu'il y ait des gens vrais autour de vous. Alors, moi, j'ai toujours eu avec moi une femme qui a travaillé longtemps avec moi, qui était un peu ma directrice de cabinet, mais j'avais une habitude que j'avais prise chez Deloitte,
qui était d'avoir auprès de moi un jeune homme, une jeune femme, qui avait 2-3 ans d'expérience et qui, pendant 1 an, vivait avec moi au rythme de l'actualité de la société. Donc il voyageait avec moi, il m'aidait à préparer mes présentations, mes contacts clients. Et ça, c'est intéressant parce que, voilà, les jeunes, ils n'ont pas appris à mentir encore. Donc, dans leur regard, dans le questionnement, on a une forme de remise en cause. Et puis, quelque part, on sent une responsabilité par rapport à ça. Donc, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. Et je pense que je leur apportais, mais ils m'apportaient beaucoup aussi. Et après 1 an, ils allaient travailler dans les opérations. Voilà. Alors, il y a bien d'autres caractéristiques pour un leader. Je dirais peut-être la dernière, et peut-être la plus importante, c'est la passion. Hein, donc, je crois que c'est très très important dans la vie de trouver ce qu'on a envie de faire. Et de trouver avec qui on a envie de le faire. Et c'est pas si facile que ça. Et quand on fait les choses avec passion, je pense qu'on les fait beaucoup mieux. Voilà. Et je terminerai en disant que peut-être le fil directeur de ma vie professionnelle, c'est moins les réalisations que la qualité des relations que j'ai établies avec les gens. Donc, pour moi, ce qui a fait l'intérêt de ma vie, c'est la qualité des relations avec les gens. Et il y a un autre facteur qui a été très important, qui va vous surprendre peut-être, qui a été aussi qui a structuré ma vie professionnelle, c'est le jeu. C'est-à-dire que je suis très joueur. Je ne fais pas n'importe quoi, mais j'adore le jeu. Et peut-être, quand on est CEO d'une entreprise, être joueur, ça sert, à condition, bien entendu, qu'on sache jouer. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce propos liminaire. Histoire d'une vie professionnelle excessivement bien remplie. On est toujours tourné finalement autour des gens. Ouais. Aimer les gens, c'est quelque chose effectivement fondamental. Et nous le vivons, je dirais, au quotidien à l'espace dirigeant, puisque c'est, je ne sais pas si tu as identifié, mais ma promesse, c'est helping you find the job or business opportunities that you will love. Alors, ce n'est pas les gens, mais au moins on reste dans la logique, effectivement, de la passion, des rencontres inattendues, de faire en sorte que, au-delà des professionnels ayant des compétences requises, etc., bien des soirées comme ce soir, il y a des personnes de tous horizons qui sont là et qui sont certainement à même d'ailleurs de poser des questions assez pertinentes afin d'appuyer ce propos. Mais, et j'aime bien aussi l'idée d'avoir des jeunes. Nous sommes appuyés ce soir notamment par une équipe de Brigitte qui a été fondée par des jeunes de moins de 30 ans et qui permettent effectivement de... Non, entre autres, voilà. Il y en a un peu planqués là-bas dans le fond. Ils sont faciles à reconnaître, ils sont en jean. Donc ça permet de reconnaître un peu plus facilement les participants. Enfin, il y en a qui sont en jean aussi, mais qui ont d'autres qualités également. Voilà, et puis qui travaillent beaucoup dans cet univers. Bon, merci beaucoup pour ce propos. Je suis sûr qu'il y a quelques réactions par rapport à ce qui a été dit et je serais ravi que vous preniez la parole pour échanger sur ces propos. Oui, je voulais savoir par rapport au côté humain du management, comment vous avez réagi à l'échec d'un de vos collaborateurs? Comment est-ce que vous l'avez géré? D'abord, les gens qui viennent vous voir, en général, ils vous apportent souvent des problèmes. Hein. Moi, je crois qu'il faut écouter. D'abord, il faut fixer des règles
relativement précises. Ce qui manque dans beaucoup de sociétés, c'est que les règles ne sont pas claires. Les systèmes de rémunération, d'ailleurs, parfois ne sont pas très bien compris par les gens. Donc, quand les règles ne sont pas claires, après, c'est très très difficile de porter un jugement. Donc, je dirais que la première chose, c'est d'avoir des règles claires. Bon, après, tout dépend comment l'échec est présenté. C'est-à-dire que si quelqu'un vient spontanément et explique qu'il a des difficultés ou qu'il s'est trompé, à ce moment-là, c'est très facile de l'aider. Si par contre quelqu'un est en échec lors d'une revue opérationnelle et qu'il a attendu le dernier moment pour montrer qu'il est en échec, là c'est pas acceptable. Donc moi je me souviens dans Axim, mais Axim était une société en grande difficulté, j'avais posé une règle de départ qu'on a un peu assouplie après. Et la règle de départ c'était de dire, bon, mais l'entreprise était vraiment au bord du dépôt de bilan. C'était de dire, tous les managers veulent de l'autonomie. Donc je leur disais, vous aurez une grande autonomie si vous avez un résultat qui dépasse ce que vous avez promis. Si vous êtes un peu en dessous de ce que vous avez promis, on vous surveille. Et si vous êtes négatif, vous n'êtes plus dans le groupe. Donc ça, c'était très clair comme règle. Un peu trop clair. On ne peut pas garder une règle de ce type. Mais l'échec ne pose pas de problème, à condition évidemment qu'il ne se répète pas. Moi, je n'aime pas le management par le stress. Ou alors, il faut que ça soit du stress positif. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui où les gens ne communiquent plus parce qu'il y a beaucoup de stress négatif. Et je pense qu'il y a un problème de leadership dans beaucoup de sociétés, alors certainement au niveau de l'encadrement intermédiaire, qui est souvent mal formé au management, mais souvent même au niveau des dirigeants de plus haut niveau. Mais l'échec, il faut tout simplement l'intégrer dans le management de tous les jours. Il faut écouter et aider les gens. On a tout intérêt à les aider à se récupérer quand ils sont dans l'erreur. Yves Lepage, j'ai dirigé l'intégration de Yoplait dans General Mills et j'ai été confronté à l'enjeu de culture. Vous parlez de profiter du changement, des circonstances pour faire des changements. Dans votre expérience, est-ce que vous avez vu une culture s'imposer en quelque sorte, parce que vous avez parfois cherché à prendre le meilleur de tous les mondes, ce qui est souvent un rêve et rarement une réalité? C'est vrai que c'est compliqué, puis ça prend du temps. Alors, on a toujours essayé, d'abord, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'écoute. Et l'international, je le répète, force à l'écoute. Donc ça, c'est une bonne chose. Je crois qu'il ne faut pas essayer d'imposer une culture. Je vais vous donner un exemple. Les Hollandais, par exemple, vous avez de l'expérience, et les Français. Bon. Les Hollandais, par exemple, avant de trouver la solution à un problème, ils ont besoin d'établir par quel process on va le faire. Mais donc ils prennent plus de temps pour arriver à la décision, mais une fois qu'elle est prise, l'exécution, en général, marche très bien. Les Français, on va plus vite vers la décision, parce qu'on est plus intelligent, on pense qu'on est plus intelligent, mais après, dans l'exécution, on est moins bon. Et donc, par exemple, dans Origine, chez les Hollandais, il y avait un process pour l'acquisition d'un contrat qui était très très long, très très bien fait. Et donc on a pris ce process comme base, et puis on l'a adapté, on l'a raccourci, on l'a simplifié. Alors, ce que je dis, ça paraît simple, en réalité c'est très compliqué, mais pour les fusions culturelles, il y a un moyen, je trouve qu'il y a un moyen formidable, c'est les clients. Parce que les clients, c'est pas polémique, tout le monde a envie qu'on ait plus de clients et qu'on serve mieux les clients.
Et donc, on a pas mal, par exemple, quand on a pris le contrat Philips, j'ai enlevé le gars d'origine qui gérait le contrat Philips et on a mis quelqu'un d'Atos. Et on a fait ça dans beaucoup d'endroits. Donc ça force les gens quelque part à faire le pas culturel. Et puis il faut organiser beaucoup de rencontres entre les gens. Mais ça prend du temps. Et il faut quelque part, pour moi, essayer d'emporter les gens dans une sorte de tourbillon. Dans une société de service, la croissance. Donc, du moment qu'il y a de la croissance, les gens sont pris dans le mouvement de croissance. Mais c'est un des sujets les plus délicats. Mais je trouve que c'est moins difficile que de fusionner des gens dans le même pays. Parce qu'encore une fois, on a moins de décisions difficiles à prendre. Oui, bonjour Franck Goupil. Une question sur le rôle des ressources humaines, donc sur le son général, mais aussi par rapport à la fonction ressources humaines. Votre vision et vos attentes par rapport à la fonction. Oui, alors... Précise peut-être à la société. Oui, aujourd'hui Cargill et demain Valeo. Voilà. Ah, vous étiez chez Cargill? Oui. Bon. Alors, d'abord, ça va vous paraître paradoxal, mais dans l'informatique, et dans le conseil d'ailleurs, pendant de très nombreuses années, il n'y avait pas de fonction DRH alors que l'actif principal, c'est les gens. Il n'y avait pas de fonction DRH pendant très longtemps, et les managers opérationnels, dans ces métiers, ils pensent qu'ils sont très bons, tous, à gérer des gens. Donc, très très difficile d'implanter des fonctions DRH. Alors, d'abord, pour moi, ce que je regarde, c'est si la DRH est au comité exécutif, déjà. Bon, si la DRH n'est pas au comité exécutif, c'est pas bon signe sur l'importance de la fonction dans la société. Et après, pour moi, le véritable test, c'est que quand un patron de pays ou un patron opérationnel a un problème, je le disais toujours au patron de pays, je disais à la DRH, le patron de pays va m'appeler évidemment, mais il doit vous appeler aussi. S'il ne vous appelle pas, c'est que vous n'êtes pas totalement reconnu. Donc moi j'aime les DRH qui se promènent aussi, qui ne restent pas au siège, et j'aime bien les fonctions qui comprennent les opérations. Alors c'est un peu... D'ailleurs, je veux dire, quand je regarde une société d'informatique aujourd'hui, toute personne qui n'est pas en contact avec un client, pour moi, est suspecte. Et même les gens dans les fonctions jouent un rôle auprès des clients. Par exemple, un contrat d'outsourcing, vous avez la DRH intervient. Donc, moi je crois que c'est une fonction évidemment vitale de l'entreprise. Mais ce qui est très très important, c'est que la DRH aussi prenne possession de son job. Et très souvent, je trouve que la DRH est trop isolée par rapport aux directions opérationnelles. Et ce que je dis, et c'est pas facile à améliorer, selon la culture des sociétés. S'il vous plaît, Marc de Lombarès, qu'est-ce que vous pensez des notions et des process d'ISR et de RSE, des substances socialement responsables et des responsabilités sociétales et environnementales de l'entreprise? Écoutez, ça, je dois admettre que je n'y ai jamais consacré énormément de temps. Mais il faut évidemment s'en préoccuper. D'abord, on est obligé de s'en préoccuper parce qu'il faut remplir les cases dans le rapport annuel. Mais je ne suis pas le plus compétent pour répondre à cette question. Jean-Yves Bajan, je me suis occupé effectivement du déculturage d'une ligne de métier du groupe Coface. Dans tout votre exposé, on entend l'exposé d'un industriel, c'est-à-dire de quelqu'un qui parle de process, client.
parle de people, qui parle de temps aussi, avec une vision. Alors je vais être un petit peu direct, parce que je peux comme ça, est-ce qu'on n'est pas un peu le dernier des militants? C'est-à-dire, est-ce que, j'exagère un petit peu, mais est-ce que c'est pas, cette vision n'est pas un petit peu une vision qui s'efface un peu au profit d'une certaine financiarisation, une vision plus court-termiste, profit, ou est-ce que je me trompe, tout simplement? Mais en tout cas, j'ai été très admiratif de votre exposé d'industriel. Non, mais je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Moi, je crois que d'abord, pour moi, une entreprise, je vais vous répondre, mais parce que je vois pas bien je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Est-ce que vous savez ce que fait un PDG tous les jours? Oui. Enfin, en tout cas, tout le monde ne fait pas la même chose. Mais moi, c'est très simple. Moi, je faisais deux choses. Un, je passais beaucoup de temps chez les clients. Parce que vous ne comprenez votre entreprise que si vous êtes souvent chez les clients. Et puis, je passais beaucoup de temps dans les opérations. La stratégie, j'y consacrais. Vous ne pouvez pas sans arrêt faire de la stratégie, ça serait épuisant intellectuellement. Et en plus, non productif. Et puis, vous passez un peu de temps quand vous êtes une société cotée. Mais en réalité, vous passez votre temps là-dessus. Et c'est ça qui a un impact sur la rentabilité de l'entreprise. Donc, moi, je crois que il n'y a pas de contradiction entre ce que je dis et la rentabilité et le fait, la financiarisation dont vous parlez. Non, ce qui existe, c'est, quand vous êtes une société cotée, c'est la pression que vous avez. Enfin, de temps en temps, il faut aussi savoir y résister. Hein. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi, et beaucoup de chefs d'entreprise qui ne se laissent pas prendre à la pression de la bourse ou à la pression des financiers. C'est la même chose quand vous êtes détenu par une société de private equity, d'ailleurs. Hein. Les actionnaires, moi je suis aujourd'hui par exemple président non exécutif d'Ouverture Technologies qui a été racheté par un fonds, mais ce fonds, il utilise des gens comme moi sur leur participation pour avoir eux le côté financier et puis avoir des gens opérationnels qui ont plus d'expérience de management des gens et de management opérationnel. Donc moi je crois qu'il n'y a pas de contradiction. Et je pense que je ne suis pas unique du tout. Je voulais juste illustrer ce point-là. Le groupe Mars, sur lequel j'ai travaillé pendant 23 ans, a changé de leadership récemment. Le président d'un groupe américain de plus de 30 milliards de chiffre d'affaires. Les critères de sélection ont été non pas les résultats des filiales, mais l'adhésion à un certain nombre de valeurs, en particulier valeurs de mutualité et engagement dans la durée du candidat qui a été choisi. Et c'est là-dessus qu'a été choisi le leader principal, donc un certain nombre de valeurs, et pas du tout sur des aspects business court terme. Évidemment, il avait démontré dans le passé des bons résultats. C'est évident, mais à choix égal, c'est vraiment la valeur qui l'emportait. Rémi Bolac, consultant, entrepreneur, investisseur sur plein de sujets que vous avez évoqués. J'ai participé à des grosses opérations de fusion pour BNP Paribas, IBM, PricewaterhouseCoopers ou d'autres. Vous avez mentionné Publicis Unicom. Est-ce qu'il y a pour vous un leader référent sur ce type d'opération? Première question. Et la deuxième, on vit en ce moment une période un peu particulière, je ne parle pas seulement de la France, évidemment tout le monde en parle, mais période particulière liée aux nouvelles technologies et la révolution digitale. On parle de management 2.0, de management 3.0. Est-ce que ces sujets-là vous questionnent sur la façon dont les leaders vont évoluer ou comment ils doivent aborder une nouvelle façon de travailler? Bon, sur le premier sujet, quand on regarde la statistique globale sur les fusions-acquisitions, il y en a énormément qui ne marchent pas. Bon. Il y a des études qui disent qu'il y a à peu près 2/3 des opérations qui échouent. Bon. Donc moi je préfère regarder celles qui
moi, je ne suis pas pour une utilisation abusive des consultants dans ces opérations. Hein. Je pense qu'elles doivent être conduites par le management. Je trouve souvent qu'on utilise trop de consultants. Par exemple, j'ai vu dans une fusion bancaire l'utilisation d'un consultant en ressources humaines qui a fait l'évaluation des gens d'un certain niveau dans toute l'organisation mondiale. Et donc, ça a été catastrophique parce qu'il y a des gens très confirmés qui ont été évalués par des jeunes consultants. Et je pense que ça a eu un effet démotivant absolument considérable dans toute l'organisation, dans une fusion qui, au final, n'a pas abouti. Hein. Bon. Alors après, aujourd'hui, il y a effectivement les nouvelles technologies et elles changent complètement la manière de travailler et la manière de communiquer. Mais elles doivent aussi nous rendre peut-être plus vigilants sur la manière de communiquer. Hein. Parce qu'aujourd'hui, dans les sociétés, il y a les réseaux sociaux, il y a le fait qu'on fait un usage abusif des moyens technologiques. Hein. Vous savez, vous avez votre voisin dans le bureau d'à côté et vous lui envoyez des mails, vous n'allez jamais le voir, jamais lui parler. On fait des réunions dans les sociétés où vous avez 20 personnes dans une conférence téléphonique. Alors je peux vous garantir que l'efficacité, elle est absolument nulle parce que vous avez les 3/4. Il y a 2 personnes qui parlent et puis les autres ils font autre chose. Enfin, donc, je dirais attention parce que ça induit beaucoup d'efficacité et je ne suis pas sûr que ça donne beaucoup de liberté. Donc moi je crois qu'il faut être sensible au fait qu'il faut essayer dans les sociétés, je pense qu'il y a un grand principe, c'est que les gens motivés sont des gens productifs. Voilà, il faut se poser plutôt la question de savoir comment on motive les gens. Donc on motive les gens souvent en leur donnant en les faisant travailler sur des projets. Dans l'informatique, c'est clair, les ingénieurs, ils aiment travailler sur des projets complexes, sur des projets où les Jeux Olympiques, par exemple, parce que c'est prestigieux. Donc ça, vous allez motiver les gens. Ils aiment aussi, ils sont motivés par leurs patrons. Hein, moi, je fais souvent des interventions auprès des MBA. Et beaucoup de jeunes, j'observe aujourd'hui, ne veulent plus aller travailler dans des grandes sociétés. Et ils ne veulent plus y aller travailler parce qu'on ne leur donne pas les projets dont ils ont envie, ils n'ont aucune autonomie, et surtout, ils ne veulent pas ressembler aux gens qui vont les commander. Et ça, c'est très grave pour ceux-là. Moi, je crois qu'il faut être très vigilant là-dessus. Hein. Il y a tout un tas d'expériences qui ont été faites. Moi, je crois qu'il faut redonner vie à la vraie communication, en particulier dans un monde où, avec la technologie, on s'isole énormément. Et les gens, on n'est pas sûr dans les sociétés, il y a des gens qui passent énormément de temps sur des choses sur lesquelles ils ne devraient pas passer du temps. Et je crois moi, je trouve qu'il y a un déclin général du leadership dans les organisations politiques, bien entendu, mais aussi, je pense, dans les sociétés. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Alors, moi, je n'ai pas peur, évidemment, de la technologie, mais je trouve qu'il faut y faire très, très attention. C'est-à-dire qu'il faut le corriger par le fait que les gens puissent travailler ensemble, puissent se voir, puissent échanger. Et par contre, je pense qu'on verra, il y a d'autres modes de coopération que les fusions capitalistes. C'est-à-dire qu'on verra des modèles, à mon avis, de société, et en particulier entre des régions comme l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Europe, où on n'aura pas besoin de fusionner les sociétés, mais on pourra imaginer des sociétés qui travaillent ensemble et qui sont unis par quelque chose. Les grands cabinets d'audit, d'ailleurs, en sont un exemple parfait, parce que c'est des pays indépendants, ils n'ont aucune structure capitaliste commune, mais ils ont quelque chose qui les rattache ensemble, c'est les clients. Donc ils servent tous des clients.
Donc on peut imaginer des modèles, donc je pense qu'on va aller vers des modèles d'organisation beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles, et aujourd'hui toute société de qualité, elle doit être très ouverte sur les partenariats et sur des nouvelles manières de travailler. Arnaud Lantin, j'ai travaillé notamment en M&A chez Sodexo, et j'ai une question qui porte sur l'intégration des sociétés. Quand vous avez acheté des sociétés, est-ce que vous avez eu tendance, pour faciliter l'intégration des sociétés et booster les synergies, à placer plutôt des gens du sérail, de votre groupe, au sein des sociétés achetées? Quelle était votre stratégie? Non, parce que quand vous achetez une société, en particulier quand vous achetez une société de 20 000 personnes ou SEMA, une société de 25 000 personnes, il y a toujours des gens très bien dans ces sociétés. Donc j'ai toujours en priorité utilisé des gens de l'autre société. Mais par exemple, quand j'ai fusionné Axim et Sligos, dans les paiements, par exemple, Sligos était plus fort qu'Axim. Donc c'est eux qui ont pris le leadership. Donc il y avait un très très bon manager chez Axim qu'on a repositionné sur autre chose. Alors, il n'était pas très content, mais donc je crois que là, il n'y a pas de... Non, moi je n'aime pas le mode commando où on dit j'impose ma culture et puis j'envoie quelqu'un de ma société qui va faire l'intégration. Je pense en tout cas dans les sociétés de services, ce n'est pas une très bonne méthode. Parce que je pense que ce qu'il faut défendre, c'est que, ce que je disais toujours, c'est, en fait, il n'y a pas une société qui achète et qui achète l'autre, mais c'est une nouvelle société. Quand vous faites des opérations de transformation, et ça c'est facile, ben vous créez un nouveau groupe. En fait, le groupe que j'ai dirigé, il a changé année après année. D'abord parce qu'il a changé de taille, donc il a changé de périmètre. Et donc vous emportez tout le monde dans une nouvelle aventure. Mais il faut fusionner tout de suite. Si je prends par exemple Air France KLM, Air France et KLM n'ont pas fusionné au départ. Si je prends par exemple la Société Générale qui a acheté le Crédit du Nord il y a de très nombreuses années, pendant 15 ans, ils n'ont absolument rien intégré. Et maintenant, ils commencent à intégrer l'informatique. Bon, moi, je ne suis pas partisan de cette méthode. Je pense qu'il faut... D'ailleurs, si vous n'intégrez pas, ça veut dire que quelque part, votre dessin stratégique n'est pas totalement juste. Moi, je travaille plutôt dans le digital que son. Et je voudrais revenir sur un point que vous avez dit, qui est la gestion de l'incertitude. Ouais. La caractéristique pour moi de la révolution numérique, c'est que l'incertitude a augmenté dans une proportion extraordinaire, et je ne pense pas que ça puisse être limité à la fin du PDG. Et qu'au contraire, du coup, ça change un petit peu par rapport à ce que vous avez dit. Je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, tout le monde dans les opérations est conscient que cette transformation rapide crée de l'incertitude. Donc la façon de gérer ça devient de plus en plus une question. Comment vous positionnez, comment vous l'abordez? Alors, vous avez raison, mais je ne crois pas que ça implique quand même l'ensemble des salariés. D'abord, je pense qu'il y a un problème de confiance. D'abord, la stratégie. On dit toujours la stratégie, il faut l'expliquer aux salariés de la société. Bon. Dans mon expérience, d'abord, si vous lisez les rapports annuels des sociétés, est-ce que vous comprenez toujours la stratégie des sociétés? Non. Enfin, jamais peut-être pas, mais bon, rarement. Donc, moi, je crois que c'est très très difficile d'expliquer la stratégie, et je pense que les salariés n'ont pas besoin de comprendre, ils ont besoin de comprendre quelque part la direction. Et ils ont besoin d'avoir confiance. Déjà, la confiance, c'est très important. Et c'est la confiance qui quelque part,
aplanit les doutes des gens, parce qu'ils n'ont pas toutes les réponses. Que le numérique crée de l'incertitude, non, ça crée un environnement plus agile, plus... Voilà. Et puis un environnement moins codifié peut-être que celui auquel on est habitué. Mais je ne crois pas que ça crée... ça amène l'incertitude sur les gens. C'est pas de ça dont je parlais quand je parlais du... le PDG, il a... peut-être, il sait qu'il y a une société qui veut l'acheter, ou enfin, il y a des menaces ou des opportunités que la plupart des gens ne connaissent pas dans la société. Donc c'est quand même de nature différente, à mon avis. Mais d'accord, mais vous pouvez ne pas être d'accord. C'est pour ça qu'on débat d'ailleurs. Oui, je voulais vous poser une question un peu plus personnelle. Vous avez été dans des sociétés qui ont cru rapidement, et donc à certains moments, j'imagine, vous avez dû remplacer un certain nombre de vos collaborateurs directs qui peut-être étaient performants à une certaine taille d'entreprise, mais n'étaient plus adaptés à une nouvelle taille. C'est quelque chose, je pense, une des choses les plus difficiles quand il y a des gens en qui vous font confiance. Comment vous avez essayé de gérer ça au début ? Vous avez raison, parce que au fur et à mesure que l'entreprise grandit, et en particulier quand elle grandit vite, vous avez certaines personnes qui ne grandissent pas avec le... Et puis vous devez aussi faire de la place pour des gens que vous intégrez, qui sont très compétents, et puis il faut aussi amener du sang neuf. Donc il y a parfois des décisions un peu difficiles à prendre. Parfois c'est facile. Par exemple, j'ai eu un collaborateur qui a travaillé, qui était très proche, qui a travaillé, au bout de 10 ans, il est venu me voir en me disant, bon, moi j'ai envie d'être président, et comme tu es là, c'est pas possible. donc il est parti, et il est devenu président d'une société. Je l'ai d'ailleurs aidé, et c'est très amusant parce qu'au bout d'un an, on a reparlé, et il m'a dit finalement j'avais pas envie d'être président. Donc, comme quoi c'est pas... Et il dirigeait un business dans Atos qui était de taille à peu près équivalente. Mais il y a une grande différence entre être un patron d'unité et travailler au sein d'un groupe, et puis avoir soi-même la responsabilité finale. Voilà. Mais c'est des décisions difficiles. J'en ai eu quelques-unes à prendre comme ça. C'est jamais plaisant, surtout des gens qui étaient là au démarrage. Et les gens, avec l'augmentation de la taille, ils sentent l'éloignement. Vous voyez, ils vous disent, on ne te voit plus, parce que... donc par exemple, quand j'étais à Amsterdam, les gens en France me voyaient moins, parce que je me baladais beaucoup. Donc les Français me disaient, on te voit moins. Donc c'est ce genre de... Et puis vous avez des gens qui étaient au premier niveau, puis parfois ils descendent dans les organisations plus grandes, au deuxième ou au troisième niveau. Bon, mais ça c'est le... Ainsi va la vie. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de la fusion Atos-Bull ? Écoutez, moi je crois qu'après il faut la juger sur la... On ne juge pas une fusion à l'entrée, hein, c'est surtout après, au bout d'un an ou 2 ans. Hein. Je pense que Bull est un groupe remarquable, qui a toujours été remarquable depuis longtemps, avec beaucoup de qualités technologiques extraordinaires. Donc dans la sécurité, c'est un des leaders mondiaux. Mais c'est toujours un groupe qui a eu des problèmes de gestion, parce qu'il avait trop d'activités, il mélangeait le hardware, le software et toutes les activités du service informatique. Donc j'espère que Bull aura trouvé avec Atos un véhicule de recueil sympathique. Voilà, on verra bien. Vous avez évoqué le déménagement du siège lors d'une fusion, donc d'un point de vue stratégique ça a du sens. Néanmoins, est-ce que vous avez un siège très léger, donc finalement assez peu d'impact sur les personnels qui pouvaient suivre facilement Dans Atos, on avait une règle de pouce qu'on appliquait systématiquement, c'est une règle bête et méchante, mais on l'appliquait dans toutes les fusions. Les frais centraux ne devaient pas représenter plus de 1% du chiffre d'affaires.
Donc on l'appliquait mécaniquement. Et toutes les sociétés que j'ai achetées, alors chez Philips, ils avaient un siège pléthorique, SEMA, pareil, ils avaient un très gros siège. Hein. SEMA, je ne l'ai pas dit, ils appartenaient à Schlumberger quand je l'ai racheté. Et c'est intéressant parce que Schlumberger avait acheté SEMA en 2000 pour 5 milliards de dollars. Et ça a été une erreur stratégique de Schlumberger. Donc ils l'ont revendu et nous on l'a racheté pour 1,5 milliard 3 ans après, moitié en cash, moitié en titre. Voilà. Mais il faut toujours payer les erreurs stratégiques que l'on fait. Mais on avait une règle très... donc on était très très vigilants. Pourquoi? Parce que moi je pense que plus vous faites grossir les sièges et plus vous entraînez les opérations dans du reporting, dans des tracasseries administratives. Donc moi je suis toujours partisan d'un siège très, très léger. Voilà. Et avec des gens très impliqués dans les opérations. Voilà. Jean-Christophe Levol, Arkema, combien de nationalités de culture étaient représentées dans vos collaborateurs directs et comment vous avez travaillé avec cette éventuelle diversité? Alors, dans mes collaborateurs directs, par exemple, quand on a fait Atos Origine, il y avait 2 Hollandais, il y avait un Canadien de langue anglaise, il y avait un Américain et puis il y avait 3 Français. Ça, c'était le groupe rapproché. Voilà. Donc, on avait à peu près une... Si on prend les 200 ou 250 premiers dirigeants, on avait probablement une quarantaine de nationalités, à peu près. Comment ce petit monde travaillait ensemble dans le groupe, directement en contact avec vous? Alors, moi j'avais un comité exécutif, mais quand on a fait l'opération avec Origine, par exemple, on en a profité pour créer une gestion grand compte. Donc on avait créé un corps on avait 30 grands comptes qui pesaient à peu près 55% du chiffre d'affaires total. Et j'en ai fait un peu un corps d'élite. Donc des gens qui avaient la responsabilité mondiale de la gestion d'un compte. Et ces gens rapportaient directement à la direction générale. Donc on avait fait une sorte de super organisation et ça nous a permis d'amener... Donc là, on avait des gens de toute nationalité. Pourquoi? Parce que je pense qu'un client ne doit jamais souffrir de la complexité de votre organisation. C'est-à-dire un client, votre organisation ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est avoir en face de lui un interlocuteur qui comprenne son métier et puis qui soit capable d'amener en face de lui toutes les ressources et les capacités dont il a besoin. Et donc, ces gens, ils avaient un accès direct à la direction générale. Et à moi en particulier. Hein. Voilà. Et ça ne prenait pas énormément de temps. Hein. Voilà. Donc c'était un des exemples de changements qu'on a introduit. Et pour ceux qui l'ont fait, c'est pas facile d'introduire une gestion grand compte dans les groupes internationaux. Hein. Ça prend beaucoup de temps. Merci Bernard. Je dois dire que ces propos sont absolument passionnants, tournés autour de l'homme. On sent bien d'ailleurs la passion de l'homme avec un grand H derrière ton style de management, derrière ton leadership, derrière ces expériences que tu as partagées avec nous et qui sont absolument passionnantes. Il y a certainement d'autres questions qui peuvent être évoquées. Je sais qu'il y a dans la salle quelqu'un qui a fait des opérations en Chine. Je sais qu'il y en a d'autres qui ont fait des opérations dans un certain nombre d'endroits et qui peuvent
poursuivre la discussion. Je vous propose de poursuivre cette discussion autour d'une coupe de champagne et de quelques petits fours, et surtout de ne pas hésiter justement à venir discuter avec nous autour de ce sujet. Encore une fois, Bernard, merci infiniment d'être venu partager ça. Merci.